faire respecter la Convention de Genève. Il y a là une incongruité que je ne cesse de dénoncer depuis de nombreuses années. Et ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi, parce que je pense que nous avons en France une attitude assez malthusienne et que nous pouvons, si nous regardons les choses depuis, si nous analysons les choses depuis 15 ans, eh bien nous nous apercevons que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides donne en première instance un statut à environ 12-13% des personnes qui viennent le demander, donc rejettent massivement, sans tenir compte de la jurisprudence qui est dégagée par la Cour nationale du droit d'asile, c'est-à-dire par l'instance de recours. Et de fait, ce procédé en réalité, allonge indéfiniment les procédures d'asile. Elles sont de près de 2 ans aujourd'hui. Elles sont beaucoup trop longues. Et puis, elles coûtent beaucoup d'argent à l'État, à l'État, à la nation. Et elles sont l'occasion d'un certain nombre de souffrances pour les personnes. Donc, je pense qu'il y a là matière à réforme. Je suis de ceux qui prônent une réforme drastique de la procédure d'asile, de façon à enfermer l'ensemble de la procédure dans une durée qui ne dépasserait pas 1 an, tout en conservant évidemment toutes les garanties pour les demandeurs d'asile. Alors c'est pour ça, ma question, c'était ça, Monsieur Pierre-Henri. Si l'OFPRA refuse plus de 80% des dossiers, c'est peut-être qu'il voit une grande partie des demandeurs d'asile, ils viennent de pays à cause des guerres ethniques, à cause des guerres de tribus, et on va y arriver à toutes les questions qui existe aujourd'hui. L'Afrique, c'est presque terminé. Il y a les pays musulmans qui ça commence. Par exemple, la Libye, la Syrie. Comme vous pouvez entendre dans les médias, quand on parle, on dit le clan de Kadhafi, les tribus contre Kadhafi. C'est-à-dire, c'est vrai, il y avait une intervention dans tous ces pays-là, mais une grande partie des conflits, c'est des guerres, c'est le conflit des tribus, des ethnies. Oui, alors est-ce qu'on peut donner... Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il me semble qu'il y a des États, non, dans le monde. Je crois même qu'il y en a 192. Et que la Libye ou la Syrie font partie de ces États. Mais avant d'en arriver à la question des révolutions, de la dignité, des conséquences de l'intervention occidentale en Libye ou du silence assourdissant de ces mêmes nations vis-à-vis de la Syrie, la question... Bahreïn, Yémen. Oui, Yémen, Bahreïn. Arabie Saoudite. Oui, on n'entend rien d'Arabie Saoudite, mais il y a des révoltes depuis 4-5 ans. Attendez. La question que vous me posez est-ce que finalement, c'est la suivante, mais comment l'OFPRA peut-il accorder le statut à des personnes qui sont en réalité en guerre tribale ou victimes de guerre ethnique? Il ne s'agit pas... Le monde a changé, vous savez, depuis 1989 et la chute du mur. Auparavant, c'était simple. Vous aviez un monde bipolaire. Bon, alors il y avait les bons et les méchants, pour aller très vite. Les bons, et le lecteur du Figaro pouvait tout à fait s'y identifier. C'était... comme d'ailleurs les lecteurs de gauche, c'était à la fois ceux qui fuyaient les effets des politiques dévastatrices dans la défunte URSS, et puis ceux qui fuyaient les dictatures militaires en Amérique du Sud. Bien, le monde a changé, effectivement, et aujourd'hui, on voit beaucoup plus des conflits à l'intérieur de pays, des affrontements
ethniques. On peut parler avec caractère de génocide, comme au Rwanda, où on pourrait parler évidemment de la guerre des Balkans. Et puis, il y a des gens qui sont poussés, évidemment, sur les routes par l'effet de ces guerres. Je pense à l'Afghanistan, 4 millions de réfugiés hors de l'Afghanistan. Et je rappelle au passage, parce que c'est toujours bon de rappeler qu'il y a une grande règle dans l'ensemble des conflits et dans l'ensemble des déplacements, c'est une règle de proximité. Les gens se déplacent d'abord à proximité de là où ils vivent. Et quand il y a des déplacements de population, eh bien, ces déplacements ont lieu à proximité des pays où il y a conflit. L'Afghanistan, c'est très simple. Les personnes se déplacent où eh bien, elles se déplacent au Pakistan, elles se déplacent en Iran et très peu en Europe. Quand on prend le conflit irakien, il en va de même. Où vont les réfugiés? Ils vont évidemment en Syrie et en Jordanie, avant évidemment de venir en nombre tout à fait mesuré en Europe. Donc voilà la situation. Oui, le monde a changé. Oui, le monde est plus complexe. Mais oui, les persécutions sont toujours là. Et la Convention de Genève a toujours une actualité. Et il est indispensable de la faire vivre aujourd'hui. Plus que jamais, je rappelle tout de même que dans le monde, aujourd'hui, il y a un peu plus de 12 millions de réfugiés. Et puis, il y a 26 à 28 millions de personnes déplacées. Et vous savez, je crois que chacun a le droit à la sécurité et à la sécurité offerte par son état d'origine. Et quand son état d'origine ne peut plus assurer sa sécurité, il faut bien qu'il y ait un autre état qui puisse vous accueillir à partir de ce moment-là. Sinon, nous perdons évidemment tout sens de l'humanité et du vivre ensemble. C'est ça, M. Pierre-Henry. Nous sommes avec M. Pierre-Henry, directeur général de France Terre d'Asile, 18 juin 2011. David Abbassi avec vous, M. C'est une belle date, le 18 juin. 18, c'est vrai, vous aimez beaucoup. 18, c'est bien, c'est vrai. Beaucoup de choses sur le 18 juin. M. Pierre-Henry, justement, je voulais arriver peut-être à cette bout, comme quoi, quand l'OFPRA refuse de donner à plus de 80% des demandeurs d'asile les statuts, c'est pourquoi peut-être alors, comme vous venez de dire, il a raison puisqu'il y a une grande masse populaire qui vient de l'Afrique. Ah bon? Vous avez vu des grandes masses, vous? Moi, pas. Je ne dis pas. Quand il y avait les guerres ethniques, ce n'est pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous avons énormément de réfugiés libyens, tunisiens en Italie, et des réfugiés iraniens également. Je crois qu'il faut être très clair. Oui. D'abord, parce que vous voulez absolument, évidemment, parler de cette question des réfugiés qui, plus exactement, des personnes qui sont arrivées sur l'île de Lampedusa et en Italie. Et là, je crois qu'il faut être très clair pour vos auditeurs. Il ne faut pas regarder à Lampedusa. Ce n'est pas le bon endroit où il faut regarder. Le vrai endroit où il faut regarder, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. C'est en Tunisie. Je voudrais vous rappeler que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les conséquences de l'intervention occidentale en Libye, qui était au départ tout à fait justifiée, c'est près d'1 million de personnes déplacées. Et c'est près de 500 000 personnes, vous entendez, 500 000 personnes en Tunisie, 500 000 personnes déplacées en Tunisie, ce pays de 10 millions d'habitants, il ne faut jamais l'oublier. Face à cela, dans quelle situation se trouvent les nations européennes? Dans quelle situation se trouve la vieille Europe? Eh bien, dans la situation suivante. Et il faut décomposer en deux temps. La première situation est due aux révolutions de la dignité, notamment en Tunisie. Et il se trouve que, à partir de la chute de Ben Ali, eh bien, un certain nombre d'enfants
Tunisiens, de jeunes gens tunisiens, des enfants de la révolution tunisienne, surtout originaires des provinces du Sud, celles qui étaient délaissées par le pouvoir central, ont tenté l'aventure, ont voulu goûter le vent de la liberté, d'ailleurs fort dangereusement, en empruntant des bateaux de fortune du côté de Zarzis et en rejoignant les côtes de Lampedusa. Eh bien, c'est 23 000 personnes qui ont ainsi rejoint Lampedusa. 23 000 personnes par rapport aux 500 000 de l'autre côté. Et ce que je regrette, c'est que l'Europe a été à cet endroit défaillante. Elle a été défaillante parce qu'elle a laissé, la place à deux populismes. Le populisme italien et le populisme français. Le populisme italien qui a dramatisé la situation en expliquant qu'il avait affaire à un exode biblique. Quelle plaisanterie! Et à ce populisme italien a répondu un autre populisme, le populisme français, où M. Guéant est allé installer une espèce de ligne Maginot du côté de Vintimille. Et vous savez, les lignes Maginot, comment ça se termine? On les contourne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, vraiment, je pense que l'Europe a été absente et est absente de ce débat. Je le regrette. Je regrette qu'elle n'ait pas coordonné cette politique d'accueil et qu'en réalité, la France, notamment, n'a rien trouvé de mieux que de transférer la charge de l'accueil de ces 23 000 personnes, alors d'une part à l'Italie, d'autre part en maltraitant y compris ces jeunes Tunisiens qui sont arrivés sur le sol français, et puis surtout en se désintéressant de l'autre partie du sujet, qui est justement les personnes qui fuient la situation libyenne. Parce qu'il faut que vos auditeurs entendent, il y a deux mouvements. Il y a le premier mouvement à la suite des révolutions de la dignité, 23 000 personnes, et franchement, l'Union européenne qui fait 500 millions d'habitants a les moyens de se répartir l'accueil de ces personnes, l'accueil temporaire. Parce que moi, je suis de ceux qui disent que, bien sûr, la place de la jeunesse, eh bien, tunisienne est en Tunisie. Mais une fois que j'ai dit cela, il y aura toujours une partie, pour autant, qui considérera que, au regard de la situation économique difficile en Tunisie, eh bien, il n'y a pas d'autre salut que de tenter l'aventure en Europe. Il y a donc cette situation. Et puis il y a une autre situation qui est celle des personnes déplacées à la suite et de la guerre en Libye et qui cherchent à sauver leur peau de l'enfer libyen et qui pour cela traversent aussi la Méditerranée et qui pour ça meurent en Méditerranée. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis le début du conflit libyen, c'est à peu près 2000 personnes recensées qui sont mortes dans la Méditerranée en essayant de sauver leur peau. Et c'est une situation absolument inqualifiable. 2000, c'est officiel. Vous savez, c'est plus de 5000, M. Pierre-Henri. Oui, mais bien sûr. Mais je vous admire, je vous aime beaucoup, M. Pierre-Henri. Pourquoi? Puisque vous étiez resté toujours fidèle à vos principes, comme un homme de cœur, comme un homme, comme votre profession vous demande, directeur général de France Terre d'Asile. Mais il y a quelque chose qu'il faut... C'est pas un problème simplement de cœur, c'est un problème... C'est un problème... Non, c'est un problème de raison. C'est un problème de raison, c'est un problème y compris diplomatique, c'est un problème de la place de la France et de l'Europe telle que je me l'imagine dans le monde. Écoutez, nous avons eu une diplomatie de connivence avec la Libye, avec la Tunisie, avec l'Égypte. À cette diplomatie de connivence, pendant près
plus ou moins 30 ans, 40 ans, a succédé une diplomatie d'évitement ces derniers mois. L'évitement, ça a consisté à dire « Oh oui, mais cette révolution de la dignité, ce souffle